Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans le 11-13 de France Info. Je suis ravie de vous accompagner aujourd'hui. Vous êtes au bon endroit pour tout comprendre de l'actualité nationale et internationale. Aujourd'hui, c'est le jour d'après. Après les annonces choc du Premier ministre, François Bayrou annonce sur l'année blanche, les 2 jours fériés supprimés ou encore la contribution de solidarité des plus aisés. Le tout pour économiser près de 44 milliards d'euros pour le budget 2026. Un plan pour réduire la dette alors que le pronostic vital de l'État est engagé. Ce sont les mots choc, encore une fois, du Premier ministre hier, François Bayrou. Combien est-ce que ça va rapporter, toutes ces mesures? Qui va payer pour toutes ces mesures? Combien est-ce que ça va nous coûter? On vous expliquera tout, bien sûr, dans cette édition. Et puis cette question, forcément, François Bayrou prend-il ici un aller simple sur l'autoroute de la censure? En tout cas, du Parti socialiste au Rassemblement national, cette ombre de la censure n'a jamais été aussi présente. On évoque tout cela dans un instant, après le journal de Diane Gouffran. Bonjour Diane. Bonjour Jeanne, vous l'avez dit, à la une de l'actualité, après les annonces choc hier soir de François Bayrou sur son budget 2026, place aux réactions et direction l'Assemblée nationale où Laurent Wauquiez vient de s'exprimer. Bonjour Sophia Dolé, vous avez suivi cette conférence de presse pour France Info. Le président du groupe droite républicaine n'a pas tout à fait épargné le Premier ministre. Non, Laurent Wauquiez a été assez dur finalement à l'égard du Premier ministre François Bayrou. Alors il a reconnu que François Bayrou avait fait un état des lieux difficile. Il dit que pour lui, ce budget ne va pas assez loin. Il regrette que ce plan ne soit pas parfait. Il espère toutefois pouvoir l'améliorer, le corriger en travaillant avec le Premier ministre et son équipe. Selon lui, en tout cas, il y a énormément de lacunes dans ce projet de budget présenté hier. Je vous propose de l'écouter. Ce plan présente à nos yeux 2 très grosses lacunes et 2 très gros problèmes. Le premier, c'est que force est de constater qu'il recourt de façon importante à des augmentations d'impôts. Or, le problème de la France, c'est pas de ne pas avoir pas assez d'impôts, c'est d'avoir beaucoup trop d'impôts. Laurent Wauquiez était aussi extrêmement dur envers les oppositions. Il dit « Je constate la somme des réactions irresponsables de ceux qui rejettent tout en bloc. C'est pas comme ça qu'on sortira le pays de l'impasse. » Ce sont ces mots, Laurent Wauquiez, qui dit qu'il travaillera donc en responsabilité avec le Premier ministre pour améliorer ce budget. Merci beaucoup Sophia Dolé. À l'Assemblée nationale et une autre partie de l'opposition, la France insoumise et le Rassemblement national notamment, critique violemment ces mesures et demande à François Bayrou de revoir sa copie sous peine de censure lors de l'examen du budget à l'automne. Hilal El Alafli. Le moment de vérité de François Bayrou ne convainc pas l'opposition. Aussitôt les mesures pour le budget annoncées, aussitôt la menace de censure agitée, notamment par la France insoumise. J'imagine mal que, après ce budget, j'imagine mal que les oppositions le votent, ce qui voudra dire qu'il y aura 49-3 et qu'il y aura inévitablement motion de censure. Et vu encore une fois cette catastrophe économique et sociale qu'on nous propose, je ne vois pas comment il ne serait pas censuré. En tout cas, plus vite ça sera, mieux ça sera. La cure budgétaire présentée par le Premier ministre, comprenant notamment la suppression de 2 jours fériés, le gel des prestations sociales et des retraites, également décriée par le Rassemblement national, qui prévient le Premier ministre. Ce ne sont pas des pistes de réforme, ce sont des pistes faites pour gagner du temps et essorer les Français. François Bayrou, s'il persiste, se prendra une censure en plein visage. Des menaces incompréhensibles pour le ministre de la Justice. Gérald Darmanin tacle le Rassemblement national et tend la main au Parti socialiste. Je pense que quand on est un peu trop prétentieux, comme c'est le cas manifestement du Front National ou du Rassemblement national, quand on a autant de difficultés sans doute à faire comprendre aux Français qu'on pourrait diriger le pays, on reste un peu modeste. Est-ce que les oppositions voient le rendez-vous que nous avons avec l'histoire? C'est une question intéressante. Je pense que les socialistes pourraient le voir, parce que c'est un grand parti de gouvernement, même s'il faut évidemment faire des compromis avec eux. Et je pense que le Rassemblement national trompe ses électeurs. Le Premier ministre a 3 mois pour négocier et conserver sa place à Matignon. Le débat budgétaire à l'Assemblée est programmé en octobre prochain. Des annonces au goût amer pour les Français, suppression de 2 jours fériés, année blanche, effort sur la santé et pour les collectivités. Le détail des mesures avec Dario Borgogno. Pour économiser presque 44 milliards d'euros, le Premier ministre a fait ses comptes. Mesure phare, 2026 sera une année blanche.
Gel des prestations sociales, des retraites, du barème de l'impôt sur le revenu pour 7,1 milliards d'euros d'économies. Mais le sujet le plus polémique, c'est la suppression de 2 jours fériés pour une recette de 4,8 milliards d'euros. Ces Français à Reims ne sont pas enthousiastes. Les jours fériés, les anciens se sont battus pour les avoir, entre guillemets, et là on veut retirer des jours fériés. Je comprends pas, c'est inadmissible. Je trouve ça dégueulasse, mais bon, c'est tout, c'est comme ça. Après, c'est tout, hein, c'est pour le besoin le bien de la maison France, on va dire. La santé sera mise aussi au régime sec. Objectif 5 milliards d'euros avec des médicaments moins bien remboursés. Je ne comprends absolument pas cette décision. Je suis même contrariée. On est de moins en moins bien remboursés déjà. Donc la France s'appauvrit, c'est une catastrophe. L'État veut montrer l'exemple de son côté. 3000 emplois de la fonction publique supprimés en 2026, un fonctionnaire sur 3 non remplacé et des agences réorganisées, voire même supprimées. De ces 3 mesures, le Premier ministre espère économiser 10 milliards d'euros. Et dans ce contexte, une forte baisse du livret A est à prévoir à partir du 1er août. Son taux de rémunération devrait passer à 1,7% contre 2,4% jusqu'à présent. Les explications de Mathilde Moreau. Un repli inédit depuis 2009 de 0,7 points. Selon les spécialistes de l'épargne, le taux du livret A devrait avoisiner les 1,7% dès le 1er août. Une nouvelle baisse après celle du début d'année fixée à 3% depuis février 2023. Le taux avait déjà été abaissé à 2,4% au 1er février. Calculé notamment sur le taux de l'inflation qui a atteint 1% sur un an en juin, le nouveau taux du livret A serait ainsi supérieur, un signe positif pour la ministre chargée des comptes publics. Là aussi, ça permet que l'épargne des Français continue de générer des revenus dans un monde où l'inflation, qui a été un grand risque, qui a été source de beaucoup d'incertitudes, elle a beaucoup reculé. Certains prix ont baissé, pas tous, mais c'est ça qu'on cherche à faire, protéger les Français. Bonne nouvelle pour les logements sociaux. Les taux d'intérêt des prêts octroyés aux bailleurs sociaux par la Caisse des dépôts vont diminuer, tout comme ceux accordés par les banques aux entreprises et aux collectivités. Vigilance dans le sud-est de la France. Météo France a placé 3 départements rouges pour risque de feux de forêt très élevé. Les Bouches-du-Rhône, le Var et le Vaucluse. Le retour du Mistral et de la Tramontane aggrave le niveau de risque. Dans le Var, la prévention est au maximum. Reportage avec des pompiers sur le terrain. Alice Bouton. Être prêt en toutes circonstances. Ces pompiers du Var viennent d'être déployés sur une zone à risque. La sécheresse est propice au départ de feu. Ils doivent agir vite et prévenir les flammes. L'objectif, c'est vraiment, il est double. C'est à la fois de faire de la levée de doute, il y a feu ou il n'y a pas feu, et surtout, s'il y a feu, de pouvoir faire des premiers largages d'eau de manière à gagner du temps dans cette attaque massive. Pour éviter les incendies, la mobilisation est exceptionnelle dans les 3 départements en vigilance rouge. Plus de 500 pompiers sont mobilisés aujourd'hui dans les Bouches-du-Rhône, près de 300 dans le Var. Certains viennent de très loin pour renforcer les effectifs. 4 moyens feux de forêt qui sont partis de la zone nord, donc du SDIS de l'Aisne, du Pas-de-Calais, de l'Oise et donc un engin aussi du SDIS du Nord. Ils composent ce qu'on appelle un groupe feu de forêt et ils sont allés prêter main forte à nos collègues du Sud qui sont classés en très sévère en ce moment. Des rafales à 60 km/h sont attendues dans la journée. Un vent fort qui aggrave le risque de feu dans le sud de la France. Près de 7000 hectares ont déjà brûlé ces jours derniers. À l'étranger, ces images impressionnantes des inondations aux États-Unis. Une partie de la côte Est est détrempée. 2 personnes sont décédées. De nouvelles pluies sont prévues dans les prochaines heures. Et puis, retour en France avec les fast-foods qui manquent de transparence. Une étude de l'UFC Que Choisir révèle que les principales enseignes en France n'indiquent pas clairement leur liste d'ingrédients avec les additifs ou des Nutri-Score souvent absents. Simon Bersitz. Vous connaissez probablement ces enseignes pour diverses raisons. Le rapport qualité-prix quand même assez bon. Entre potes, quand on sort, on va manger où? Au McDo, c'est un peu le moins cher. Puis les enfants dans un restaurant, c'est moins facile pour eux. Mais que savez-vous sur les produits proposés? Eh bien, pas grand-chose, à en croire une étude d'UFC Que Choisir sur la transparence des recettes dans les fast-foods. En se basant sur les niveaux d'information concernant le Nutri-Score, les allergènes et les ingrédients présents dans les différents produits, l'association fait un constat. En fait, en termes de transparence, eh bien, ce dont on a l'impression, c'est que ces chaînes,
elles vont être transparentes sur ce qui les arrange. Alors qu'on a un développement des maladies liées à l'alimentation, obésité, surpoids, diabète, maladies cardiovasculaires, il est donc indispensable de connaître immédiatement, quand on fait son choix, la qualité nutritionnelle des produits. Résultat, pas vraiment de bon élève. Seul McDonald's atteint péniblement la moyenne, grâce notamment à l'affichage du Nutri-Score et des allergènes sur ses fiches produits. 0 pointé en revanche pour Quick, qui ne donne aucune information facile d'accès. Des affichages à la carte donc, conséquence d'une réglementation lacunaire en matière de restauration hors foyer. Pour y remédier, UFC Que Choisir demande à la Commission européenne d'imposer l'affichage du Nutri-Score et la liste des ingrédients des produits des grandes chaînes de restauration. Une drôle de mésaventure pour la star Beyoncé. Une partie de ses prochaines musiques et des informations concernant ses tournées passées et futures ont été volées dans une voiture. Explication Stéphanie Pérez à Washington. C'est une affaire qui questionne sur la sécurisation des données d'une star comme Beyoncé, puisque donc la semaine dernière à Atlanta, 2 jours avant l'un de ses concerts, la voiture de location d'un de ses chorégraphes a été vandalisée et le voleur s'est donc emparé d'ordinateurs, de disques durs, mais surtout de clés USB qui contenaient des morceaux inédits de la chanteuse. Ça veut dire qu'il y a donc dans la nature actuellement peut-être le prochain album de la star américaine et que donc ces chansons risquent d'être divulguées de manière illégale. Alors, la police dit avoir identifié un suspect parce que les faits ont été filmés par les caméras de vidéosurveillance et les appareils électroniques localisés grâce au système de traçage. Mais pour l'instant, le suspect est toujours en fuite. En Islande, 9e éruption depuis 2023 pour un volcan dans le sud-ouest de l'île. Un village de pêcheurs situé à proximité avait été évacué de ses 4000 habitants dès 2023. Cette dernière éruption ne devrait pas avoir d'impact sur les vols internationaux. Et voilà pour l'essentiel, Jeanne. Merci beaucoup, Jeanne Gouffran. On vous retrouve dans moins de 30 minutes pour le reste de l'actualité. C'est le jour d'après les annonces de François Bayrou, le Premier ministre, des annonces choc, des annonces dont on se souviendra longtemps, avec des coupes franches, 43,8 milliards d'euros à aller récupérer entre années blanches, jours fériés supprimés, contribution de solidarité des plus aisés. On peut se poser cette question, notamment sur les jours fériés. Combien ça rapporte? Qui va payer? On fait le point avec vous, Camille Moreau. Expliquez-nous tout, qu'on puisse y voir, Camille, plus clair. Et oui, tout à fait, puisque on ne sait pas encore exactement combien les jours fériés rapporteront, mais on va se tourner vers la journée de solidarité. C'est la première journée où l'État a décidé de faire venir travailler d'un jour férié les salariés. C'était en 2004. Alors aujourd'hui, c'est un jour de travail non rémunéré. Le salarié ne touche pas de salaire. L'employeur décide s'il vient travailler un lundi de Pentecôte ou un jour autre férié, ou s'il prend un RTT ou un jour de congé à son salarié. Ensuite, l'entreprise va verser une contribution solidarité autonomie. Là, l'employeur va verser 0,3% de sa masse salariale à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. Et puis les retraités et les invalides, depuis 2016, versent également 0,3% de leur pension. Alors cela représente environ plus de 3 milliards d'euros par an, donc qui revient à cette Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. Si l'on prend la proposition faite hier par François Bayrou, ces 2 jours fériés travaillés, eh bien là, on serait dans un cas où les jours de travail seraient rémunérés comme une journée classique de travail. Le salarié toucherait son salaire pour une journée de travail. Donc l'employeur devra verser une contribution à l'État, mais pour l'heure, on ne connaît pas de combien cette contribution sera. Ce que l'on sait, c'est que Matignon a communiqué sur ce chiffre, 4,2 milliards par an. C'est la somme que rapporteraient ces 2 jours fériés travaillés. Merci beaucoup Mathilde Moreau pour vos explications. Bonjour Thomas Vacheron, ravi de vous accueillir, secrétaire confédéral de la CGT. Bonjour Jean-Philippe Feldman, vous êtes avocat, vous êtes chercheur à l'IREF, c'est l'Institut de recherche économique et fiscale. En réalité, c'est un centre de recherche, de réflexion. Vous êtes très libéral. C'est important de le dire en préambule. Je suis libéral. Bon, Clémence Delabaume, vous êtes notre journaliste économie France Info TV. On va y voir plus clair avec vous. Peut-être Clémence, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, il y a pas mal de zones d'ombre encore sur ces 2 jours fériés. Comment est-ce que vous les interprétez? Comment est-ce que vous les remettez dans la lumière, ces zones d'ombre? Oui, effectivement. Alors, le Premier ministre dit ça va rapporter 4,2 milliards. Oui. Sauf que si on se fonde, comme l'a dit Mathilde, sur le jour de solidarité qui avait été créé en 2004,
4, ça devrait rapporter 2 jours de solidarité en plus, 7 milliards, puisque selon la Caisse nationale pour l'autonomie, c'est 3,5 milliards que ça devrait rapporter cette année, le jour de solidarité le fameux 9 juin, le lundi de Pentecôte. Donc 3,5 milliards x 2, c'est 7 milliards. Donc visiblement, François Bayrou n'a pas la même méthode de calcul dans la tête. On va voir quelles seront les modalités de ce nouveau jour de solidarité dans les heures ou dans les jours qui viennent. Et pour le moment, effectivement, c'est pas clair. Ça fait beaucoup de zones d'ombre. Autre zone d'ombre, si je puis me permettre. On sait combien ça rapporte relativement, bien qu'il y ait une différence entre le chiffre de François Bayrou, comme vous venez de nous l'expliquer, et le chiffre total si on prend les 2 jours fériés. Néanmoins, on ne sait pas combien l'État va ponctionner sur ce que ça rapporte. C'est encore autre chose. Bah non, c'est pareil. Si on se fonde encore sur ce jour de solidarité du 9 juin, on sait que, si vous voulez, le principe d'un jour de solidarité, c'est que vous allez travailler, mais vous n'êtes pas rémunéré par votre entreprise. Donc, l'entreprise n'a pas à vous verser un salaire. Mais en contrepartie, l'entreprise doit verser une contribution à la sécurité sociale qui est équivalente à 0,3% de sa masse salariale. Là, il ne s'agit pas de financer l'autonomie en particulier. On ne sait pas. En fait, on ne sait pas ce que l'entreprise devra verser et à quoi ça servira. Est-ce que ça servira pour la défense ? C'est une question qu'on peut se poser. C'est une question. 3,5 milliards d'euros, en tout cas. Absolument. Et c'est justement le coût de la journée de solidarité du 9 juin. Thomas Vacheron, cette mesure des 2 jours de congé qu'on prendrait. C'est 2 jours de plus volés. En fait, il n'y a jamais d'argent pour nos retraites et nos salaires, et il y a de l'argent, par exemple, pour la guerre, puisqu'ils ont décidé, M. Macron, avant-hier, enfin la veille du 14 juillet, a fait des annonces sur augmenter le budget militaire. Donc c'est possible d'augmenter. Voler, carrément. C'est un vol de 2 jours. Travailler gratuitement, c'est quoi d'autre que du vol? Quand on travaille, on est rémunéré. Mais là, on était en congé, on n'avait pas à travailler. Heureusement qu'on nous enlève pas en plus le salaire. Là, la question, obligé. On aurait pu installer 2 jours de solidarité en plus. Quelle est la caractérisation qui dit je travaille gratuitement? Il n'y en a pas. Mais allez-y, pourquoi voler alors? Parce que justement, c'est le travail gratuit, c'est du travail volé. Écoutez, si j'entends moi les nuances qu'il pourrait y avoir sur effort partagé, etc. Un seul satisfait cite, le patronat. Personne d'autre que les patrons, aujourd'hui, sont d'accord avec les annonces du gouvernement. Donc la chose est très simple. C'est pour nous une année noire, c'est une attaque à la tronçonneuse, puisque il y a, et ça a été peu relayé pour l'instant, le 1er mai qui déjà va être lui aussi volé, puisqu'ils ont inventé la loi Carrefour-Ikea. Alors ils sont revenus sur Ikea, je m'explique. Ils avaient pour projet d'obliger les salariés à travailler le 1er mai, qui est le seul jour férié et rémunéré, en laissant la possibilité pour les magasins d'ameublement d'ouvrir. Ils ont enlevé la possibilité pour les magasins d'ameublement, mais les salariés qui travaillent dans la grande distribution, les salariés les moins bien payés, vont être obligés de travailler le 1er mai. La loi passe le 23 septembre à l'Assemblée. Ça suffit jamais. On continue. On nous a volé 2 années de vie à la retraite, en repoussant l'âge de la retraite de 62 à 64 ans, mais c'est toujours pas fini, alors que la grande majorité de la population est pour l'abrogation et pour le retour à 62 ans. Maintenant, c'est les jours de congé. Mais c'est pas fini, puisque vous avez vu 3000 postes de fonctionnaires en moins d'infirmiers, moins de pompiers, moins d'enseignants. Puis on continue pour les malades, on attaque les gens qui doivent se soigner. Enfin, les seuls qui sont épargnés, c'est le patronat avec les aides publiques aux entreprises privées et les plus grandes fortunes. Et pourquoi n'est pas mis sur la table contribution des plus riches qui est annoncée? Il y a une loi qui a été votée à l'Assemblée. Ça s'appelle la taxe Zuckman. Elle rapporte... Pas au Sénat. Elle rapporte justement, elle a été votée à l'Assemblée. Les sénateurs ultra réactionnaires, et on voit qui c'est qui défendent, ils ont refusé de voter cette loi-là. C'est 20 milliards d'euros à minima. C'est autour plutôt de 25 milliards, mais moi je vais pas polémiquer sur les chiffres. 20 milliards d'euros. Ils veulent faire 40 milliards d'économies. Il y a 20 milliards qui pourraient être prises immédiatement sur les plus grandes fortunes, les 500 personnes qui ont 40% du patrimoine. Qu'on se comprenne bien. On ne connaît pas encore de quoi il s'agira concernant, si vous le permettez. Monsieur Vacheron, si vous le permettez, juste qu'on mette les choses au clair pour les gens qui nous regardent. Sur cette contribution des plus riches, on n'a pas plus de détails pour le moment. Peut-être reviendra-t-il, François Bayrou, sur cette fameuse taxe Zuckman. Peut-être. Alors, on a des chiffres quand même. Allez-y, Clémence Delabant. On a des chiffres, on ne sait pas dans quelle mesure ça va être mis en place. Vous avez raison, la taxe Zuckman, c'est 20 milliards d'euros pour les caisses de l'État, selon l'inventeur de cette taxe, donc Gabriel Zuckman. Là, dans le budget 2026, on parle d'une contribution globale d'un peu plus de 4 milliards à destination des plus aisés.
ce serait le maintien de la CDHR, qui est la contribution différentielle sur les hauts revenus, qui était présent dans le budget 2025 et qui consistait en fait à instaurer un impôt minimum de 20% sur les 25 000 foyers les plus aisés. En l'occurrence, c'est pas les mêmes. Nous, la chose est très simple. On vous a pas encore entendu, si vous le permettez, 500 Jean-Philippe fortunes les Elman. plus importantes. 20 milliards d'euros sur 500 familles. Vous dites qu'il faut aller chercher l'argent là où il est, à la source. Sur d'un côté les plus riches qui ont profité de la crise et de l'autre côté sur les grandes entreprises. Jean-Philippe Elman, lorsqu'on écoute Thomas Vacheron, il nous dit on parle d'équité. On parle d'efforts collectifs, vous nous dites non, l'effort c'est toujours les mêmes, en l'occurrence ce sont les salariés, les travailleurs. Jeunes, les retraités. Qu'est-ce que vous répondez? Alors je ne suis pas un défenseur du projet. Je pense qu'il y a peu de défenseurs du projet. Alors je vais peut-être rassurer beaucoup de monde, je vais rassurer mon interlocuteur principal en face. Il n'y a pas de tronçonneuse, il y a un petit rabot. Parce que les dépenses publiques, elles vont continuer à augmenter. C'est pas l'Argentine 2011, on oublie de le dire, mais le budget de cette année 2025 est plus important que le budget 2024. Mais alors c'est 30 milliards de dépenses publiques. Et le budget 2026 va être plus important que le budget 2025. Oui. Et la ministre des Comptes publics nous a dit, c'est un simple ralentissement des dépenses. C'est extraordinaire. Nous sommes un gouvernement extraordinaire. Ouais. Au lieu de faire 60 milliards d'euros de dépenses en plus, c'est-à-dire de gaspiller l'argent des contribuables sur 60 milliards, on va gaspiller 30 milliards. Mais ça, on l'a compris, précisément. Non, je pense qu'on l'a pas compris. Bah, si, je vous assure que là, on l'a compris sur ce plateau. Il y a peu de gens qui on nous nous disent. annonçait 40 milliards d'euros. On en vient à près de 44 milliards d'euros qu'il faut récupérer. Sur ces 2 jours fériés précisément, pensez-vous que c'est une bonne proposition qui pourrait effectivement rapporter de l'argent dans les caisses de l'État? Soyons précis. Qui pourrait rapporter de l'argent dans les caisses de l'État? Les pauvres. Non, est-ce que ces mesures pourraient rapporter de l'argent dans les caisses de l'État? Vous savez, c'est la vieille plaisanterie. Il faut prendre l'argent où il est. Alors généralement on dit chez les riches, mais les riches il y en a peu. Donc mieux vaut prendre beaucoup à peu que peu à beaucoup que beaucoup à peu. Mais je plaisantais bien entendu. Non, ces jours fériés, je crois que là aussi ça contente peu de monde. Si l'idée c'était de supprimer des jours fériés, à ce moment-là, supprimons tous les dimanches aussi pendant qu'on y est. On va supprimer les dimanches, les samedis et puis tous les jours fériés. Et puis on va résoudre le problème. Je pense qu'il faut être sérieux. C'est pas en supprimant 2 jours fériés qu'on va résoudre le problème. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire que c'est un budget de rigueur autour de ce plateau? C'est un budget d'austérité, c'est pas le moment de vérité, c'est le moment d'austérité. Et vous savez, on pourrait en plaisanter si la situation de la population n'était pas dramatique. Il a mis le travail au centre. Les milliers de salariés qui sont licenciés, de chez Michelin, qui fait du profit et qui licencie, de chez Auchan, qui fait du profit et qui licencient, qui, eux, touchent des aides publiques aux entreprises privées par centaines de millions, voire par milliards, systématiquement, c'est les mêmes qu'on fait payer. C'est-à-dire qu'on est en train de dire aux gens, il faut travailler plus, mais ceux qui veulent travailler sont jetés à la rue simplement pour le profit à tout prix. Comment vous voulez que ceux qui nous regardent, ils regardent ce débat d'une manière apaisée en se disant, sans prendre aux pauvres, comme vous plaisantiez, j'entends que c'est une plaisanterie, mais ça, on ne peut pas en rire et c'est pas contre vous que je dis ça. Je dis simplement ceux qui sont en train de nous regarder. Vous savez, la désindexation des pensions aujourd'hui, qu'est-ce que c'est? Ça veut dire que les personnes qui ont 1000 euros, 1200 euros, qui sont pas assujetties d'impôts, qui ne paieront pas d'impôts, ils vont avoir leur pension dégrévée, défalquée de l'inflation et ils vont perdre au moins 1%, 1,5%, puisque l'inflation d'ailleurs n'est pas n'est pas en réel avec ce que vivent les gens. On y vient dans un instant sur l'année blanche. Peut-être qu'il faudra réexpliquer effectivement de quoi il s'agit. Un mot, Clémence Delabaume, parce que ça fait partie des mesures proposées par le Premier ministre François Bayrou, 2026 en année blanche. Clémence Delabaume, ça marche comment une année blanche pour les gens qui nous regardent? L'année blanche, c'est quand on fige les dépenses publiques à leur niveau de 2025 sans tenir compte de l'inflation. Alors là, on ne connaissait pas les paramètres de cette année blanche. Là, on les connaît. Donc ça veut dire gel du barème de l'impôt sur le revenu, gel de toutes les prestations sociales sans exception, pour reprendre les mots du Premier ministre. Allocation familiale, aide au RSA, minimum vieillesse, etc., etc. Les pensions d'invalidité également. Oui. Gel des dépenses des ministères aussi. On en parle moins, mais l'État montre l'exemple à part sur l'armée, sur l'année blanche, et ça devrait rapporter, selon le Premier ministre, 7,1 milliards d'euros aux caisses de l'État. Voilà. François Bayrou va un peu plus loin. Je vous propose qu'on l'écoute parce que c'est important avec ce que vous venez de nous dire. Thomas Vacheron, il parle justement de l'inflation. Il explique que l'inflation est presque derrière. Il revient un peu là-dessus. Il dit de l'ordre d'1%. On l'écoute, le Premier ministre? Regardez. Donc l'ensemble des prestations sociales seront maintenues en 2026 à leur niveau de 2025 et il n'y aura pas d'exception. Les Français concernés, c'est-à-dire un grand nombre d'entre nous,
seront aidés dans cet effort par la presque disparition de l'inflation, qui nous a tant pénalisé ces dernières années. Vous savez que l'inflation est prévue cette année à 1% ou un peu moins de 1%. Presque disparition de l'inflation. Bon, les chiffres qu'il donne, ils sont justes. Il dit cette année 1% d'inflation, ce sont les chiffres de l'INSEE, ce sont les prévisions de l'INSEE. Et c'est vrai que quand on revalorise normalement les pensions, les prestations sociales au 1er janvier, c'est sur la base de l'inflation de l'année d'avant. Donc là-dessus, il a raison. Après, ce qu'il ne dit pas, le Premier ministre, c'est qu'en 2026, il va y avoir de l'inflation. Et ce que prévoit la Banque de France, c'est 1,4% d'inflation sur l'année 2026. Et Jean-Philippe Feldman, 1% ou 1,4% d'inflation quand il y a un gel des prestations sociales, notamment ou des retraites, ça ne donne pas le même effet. Ça ne donne pas le même effet, effectivement, mais on reste toujours avec la même méthode, qui est la méthode du rabot, qu'on ne devait pas appliquer. Je voudrais quand même insister sur ce point, parce que c'est vrai qu'on est très terre-à-terre, mais il faut remonter peut-être plus haut sur les principes. Lorsque François Bayrou a prononcé son discours de politique générale, il a été assez flou. Ensuite, il a été plus clair. Il nous a donné la méthode. La méthode, c'était de redéfinir les missions de l'État. On redéfinit les missions de l'État. Soit l'État doit intervenir, et à ce moment-là, il doit avoir des moyens, etc. Soit il ne doit pas intervenir. Et ensuite, on regarde si la dépense est bien faite ou si elle est mal faite. Quand vous prenez les annonces qu'il a faites hier, la méthode n'est pas du tout appliquée. C'est la méthode habituelle des gens qui n'ont aucune idée, c'est-à-dire, je prends le rabot, je vais essayer, faut que je trouve 40 milliards, alors qu'encore une fois, le budget va augmenter, on va prendre ici, un petit peu ici, un petit peu ici. Donc, c'est pas du tout la bonne méthode. Ce n'est pas la bonne méthode et ce n'est pas la méthode qu'il avait annoncée en plus. Pour compléter ce que vous dites, et ce que je vous rejoins dans votre analyse, parce que sur les 43,8 milliards d'euros d'économies, il y a seulement 1,8 milliard qui concerne des réformes structurelles. C'est pas moi qui le dis, c'est le document de synthèse de Matignon. Ce qui montre bien qu'il n'y a pas de réforme structurelle et qu'on est dans une logique du rabot. Pardon de revenir au cercle sans fin, mais on en vient donc à... Donc, il faut plus de productivité pour avoir plus d'argent, pour avoir effectivement plus de moyens, d'où on va chercher là et là. Il faut travailler plus. C'est ce que disent les ministres ce matin qui font le SAV. Oui, et cette question qu'on se pose, est-ce que vous croyez... On va se faire une comparaison avec l'Europe, parce que hier, le Premier ministre a beaucoup évoqué les autres pays européens, notamment l'Allemagne. Il a expliqué qu'on était l'un des pays où on ne travaillait pas assez. On va peut-être vous montrer comment ça se passe dans le reste de l'Europe, autour de ce plateau, pour qu'on puisse un petit peu comparer. Regardez, en Espagne, il y a 14 jours fériés. En Italie, il y en a 12. Chez nous, il y en a 11. En fait, ça se joue à un jour près. Allemagne, 9. Angleterre, 9. Je voudrais juste pointer du doigt l'Argentine, parce qu'on évoquait Milei, le dirigeant de l'Argentine, avec sa fameuse tronçonneuse pour faire des coupes. 17 jours fériés. On en est loin, effectivement. Okay. Donc la France est dans la moyenne européenne des jours fériés, mais c'est extrêmement important. Par contre, on a moins de congés que les autres. Non, mais c'est important de regarder les congés dans l'ensemble. On a moins de congés. Plus de congés, vous voulez dire. Non, ça dépend. Plus de congés, pardon. Plus de congés, oui. Plus de congés qu'en Allemagne ou qu'en Angleterre. En Europe, il y a le minimum, c'est 4 semaines de congés payés. En France, on a 5 semaines. Vous faites bien de le souligner, puisque ce que les gens ne savent pas, c'est qu'y compris la 5e semaine va être proposée d'être monétisée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va vous supprimer la 5e semaine de congés payés. Pas vous, si vous gagnez suffisamment d'argent, mais pensez aux millions de smicards et de smicardes notamment. Ces femmes qui travaillent, puisqu'on en discutait tout à l'heure dans le luxe, dans la sous-traitance. On discutait de plusieurs grands groupes de luxe avant le plateau, justement. Aujourd'hui, la France, c'est le pays de la smicardisation et de la sous-traitance en cascade. Et c'est sur ceci et cela qu'on va taper le plus. Vous savez, quand on désindexe les pensions, désindexer les pensions, c'est-à-dire que quand il y a de l'inflation, la pension va rester en dessous. Pour quelqu'un qui a 1 500 €, ça va lui faire perdre 15 € par mois, près de 200 € par an. Et ça va bloquer la consommation. Et l'élément le plus important, parce que comme on discute d'économie, on va le faire. Vous voulez dire que c'est contre-productif. Mais c'est l'inverse de ce qu'il faut faire. La France, 50% du PIB, plus de 50% du PIB, est lié à la consommation. Bloquer les salaires, bloquer les pensions comme ils le font, ça va freiner la consommation et bloquer l'économie. Est-ce que vous rejoignez autour de ce plateau le Premier ministre et ses ministres associés qui disent on ne travaille pas assez dans ce pays? C'est un scandale de dire ça. Non mais attendez, faut être sérieux 2 minutes. Aujourd'hui, le taux de productivité, il est extrêmement important. Les ministres millionnaires, parce que c'est de ça dont on parle, qui ne savent pas ce qu'est le travail, se permettent de le faire comme ils le font, ça suffit. Aujourd'hui, dans ce pays, il y a 26 millions de salariés, une trentaine de millions si on compte la totalité du public
et du privé. Le salaire médian en France, il est 2200 €. Ça suffit de dire que les privilégiés, ce sont les travailleuses et les travailleurs. C'est toujours sur elles et eux qu'on tape. Ce n'est pas possible de continuer ainsi. Nous, on insiste. Monsieur Lombard parle de sacrifice. Il sait ce que c'est qu'un sacrifice. C'est lui-même, ce sont ses mots. Les gens qui travaillent, c'est pénible le travail. Ça use et les gens n'arrivent pas à travailler à leurs annuités pour arriver à la retraite. Donc un peu d'apaisement dans ce pays qui est en train de se déliter, faire société, c'est laisser les gens travailler. On ne travaille pas assez dans ce pays, quoi qu'il en coûte. Alors, il y a les chiffres et il y a les responsables. Les chiffres, oui, si on compare à d'autres pays, notamment à nos voisins, on constate qu'il y a beaucoup de gens qui arrivent plus tard sur le marché du travail et qui quittent plus tôt le marché du travail. Et qu'entre les deux, on a une durée du travail en France qui n'est pas au niveau de certaines durées du travail. Donc ça, c'est un constat qu'on peut faire. Maintenant, pour quelles raisons ? Pour quelle raison ? Il se trouve qu'on est au sommet mondial des dépenses publiques et on est au sommet mondial de la fiscalité. Je me permets quand même de le rappeler. Et ça ne va pas s'arranger, spoiler. Hein. Et ça ne va pas s'arranger. Oui, bien entendu, ça ne va pas s'arranger. Mais en comparaison, du coup, puisque vous comparez, la France, c'est la deuxième économie de l'Union européenne. Et pourtant, on n'a que le 6e niveau de SMIC. Et en fait, ce qui se passe, c'est que, d'ailleurs, la France, elle est championne, vous avez raison de le dire, de versement des dividendes. On n'en parle jamais. Je l'ai pas dit ça. Parce que non, mais parce que vous parlez, on parle, en fait, chaque fois pour taper sur le dos des travailleuses et travailleurs, des jeunes et des retraités, on compare ce qui n'est pas comparable. Aujourd'hui, on a le taux de productivité horaire, un des meilleurs de la planète. Vous avez dit horaire au lieu d'horreur. Hein. Horaire, ouais. Mais vous avez dit horaire. C'est un lapsus qui est très intéressant. Le taux de productivité horaire, pardon, c'est à l'heure travaillée, mais parce que le travail, il est de plus en plus difficile. Un mot très important. Sophie Binet qui annonce une grande mobilisation à la rentrée. La rentrée, c'est le 1er septembre. Vous êtes dans la rue le 2 septembre. Il faut s'attendre à quoi ? En fait, comment ? On informe, on invite les salariés à se renseigner, à s'organiser, à se syndiquer, quelle que soit l'organisation syndicale, et ensuite à construire ensemble, parce qu'il faut qu'on empêche ces reculs sociaux. Parce Vous dites trop, c'est trop, on a atteint la limite. C'est injuste socialement pour ceux qui le subissent, et c'est une aberration économique, comme je viens de vous l'expliquer, parce que bloquer les salaires et les pensions, ça bloque l'économie, les commerçants, les artisans. Comment ils vont faire pour vivre si nous, on peut plus consommer ? Vous serez dans la rue le 2 septembre ? En fait, s'ils ne reculent pas, on va pousser à mobiliser pour les faire reculer, mais ils peuvent aussi revenir à la raison. C'était peut-être lié à la canicule, et du coup, qui reprennent leurs esprits et qu'ils entendent un peu la parole de la population. On verra dans les jours suivants si la canicule diminue ou pas. Merci Thomas Vacheron d'avoir été avec nous. Merci Jean-Philippe Feldman, on l'a compris, d'avoir été avec nous. Clémence Delabaume, vous restez bien évidemment avec moi. Il est 11h30, vous êtes sur France Info, vous faites bien. Rappel des titres avec vous, Diane Gaufran. Vigilance extrême dans le sud-est de la France. Météo France a placé 3 départements rouges pour risque de feux de forêt très élevé. Les Bouches-du-Rhône, le Var et le Vaucluse. Le retour du Mistral et de la Tramontane avec des rafales à 50 ou 60 km/h aggrave le niveau de risque. Après les annonces choc hier soir de François Bayrou, son budget 2026 violemment critiqué par une partie de l'opposition qui lui demande de revoir sa copie sous peine d'être censuré lors de l'examen du budget à l'automne. Parmi les mesures les plus emblématiques, année blanche, effort sur la santé pour les collectivités et surtout la suppression de 2 jours fériés. Écoutez. C'est inadmissible. Les gens, ils travaillent. Les jours fériés, les anciens se sont battus pour les avoir, entre guillemets, et là, on veut retirer des jours fériés. Je comprends pas, c'est inadmissible. Moi, je m'y attendais, honnêtement. De toute façon, ils n'ont pas d'autre solution que de ponctionner le contribuable. Donc, non, je suis pas surpris, quoi. Je trouve ça dégueulasse, mais bon, c'est tout, c'est comme ça. Les fast-foods manquent de transparence. Une étude de l'UFC Que Choisir révèle que les principales enseignes en France n'indiquent pas clairement leur liste d'ingrédients avec les additifs utilisés qui peuvent être cancérigènes ou des Nutri-Score souvent absents. Aux États-Unis, Donald Trump tente d'éteindre la polémique autour de l'affaire Epstein. Depuis la semaine dernière, une partie de son électorat lui reproche un manque de transparence dans ce scandale d'exploitation sexuelle des mineurs. Le président républicain se dit favorable à la publication d'éléments s'ils sont crédibles. Je pense qu'il n'y a vraiment que des gens très mauvais, y compris les fake news, qui veulent faire durer ce genre d'affaires. Mais les informations crédibles, qu'ils les donnent, tout ce qui est crédible, je dirais qu'il faut les laisser faire.
Et voilà pour l'essentiel. Jeanne, à tout à l'heure. Merci beaucoup Diane Gouffran, à tout à l'heure. Le journal, ce sera avec vous aux alentours de midi. Le jour d'après les annonces de François Bayrou, des annonces choc. On vous le rappelle pour le budget 2026, violemment critiqué par une partie de l'opposition. François Bayrou, 43,8 milliards d'euros à aller récupérer. Plusieurs pistes, année blanche, jours fériés supprimés, contribution de solidarité des plus aisés. On en parle autour de ce plateau. Bonjour à vous, je suis ravie de vous accueillir. Alexandre Ouizil, vous êtes sénateur Parti Socialiste de l'Oise, soyez le bienvenu. Jean-Philippe Dugouin, Clément, soyez le bienvenu également. Bonjour. Vous êtes vice-président de la région Île-de-France et maire de l'Union des démocrates et indépendants, l'UDI de Mennecy. Clémence Delabaume, vous êtes toujours à mes côtés, journaliste économique France Info. Antoine Comte, je vous accueille avec beaucoup de plaisir. Bonjour. Notre journaliste politique France Info. L'année blanche, j'aimerais qu'on focalise là-dessus avec vous, autour de ce plateau, si vous le permettez. C'est l'une des annonces choc de François Bayrou. On a évoqué les 2 jours fériés qui devraient être supprimés. Et là, on en vient à cette année blanche, ça veut dire le gel des prestations, en réalité, de l'allocation logement, des allocations sociales, des allocations handicap, le gel également des pensions de retraite, malgré l'inflation. Bon, encore une fois, qui va être, d'après vous, les plus impactés